Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour et bienvenue dans cet enregistrement live d'Amis, le podcast où l'on parle de Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Henri Potier. Je préfère Henri Potier, personnellement. Salut, moi c'est Anaïs et je suis la secrétaire de l'association de défense de Rogue. Et moi, c'est Marie, ou plutôt Marius Melling. C'est nul. J'ai rien trouvé mieux. Magnifique. On est aujourd'hui en direct du Hasard Ludique à Paris pour une soirée entre amis consacrée à Harry Potter, mais aussi à nous. Vous le savez sans doute puisque vous êtes ici. Cet été, on a décidé de s'attaquer à une saga très très connue. Et c'est qui ? C'est Harry Potter. Voilà ce que j'ai dû endurer pendant 8 films sur mon canapé. Pendant 10 ans. Et on a voulu conclure ce hors-série en fanfare avec cet enregistrement en public. Et on est très très contente de vous voir ce soir. Et là, il faut applaudir très fort pour l'enregistrement. Alors, j'ai une question avant qu'on commence. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont comme moi et qui s'en tapent complètement d'Harry Potter ? Ah, trop bien, merci. Quelques-uns. Elle avait peur de se sentir très très seule. C'est ça. Donc je compte sur vous pour applaudir encore plus fort quand je serai en train de défendre Rogue ou de dire que ces films n'ont aucun intérêt. Merci beaucoup. On conclut donc ce hors-série d'été en beauté avec le dernier film de la saga Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Tout relique, tout mort. Exactement. Tout Harry, tout Potter. Surtout tout Harry, tout Potter. C'est un film qui est sorti en 2011, qui a été réalisé par David Yates. Sa sortie, à l'époque, a vraiment marqué la fin d'une ère pour tous les fans, aussi pour les acteurs. À la première du film à Londres, ça avait été très émouvant. Il y avait eu des discours à l'époque qui avaient fait le tour d'Internet. Ils étaient tous en larmes. Et Rupert Grint avait remercié J.K. Rowling pour tout ce qu'elle avait fait pour les roues. Donc voilà, c'était un moment très, très spécial. Mais aujourd'hui, on va être un peu critique, évidemment. Oui, pas trop. Tu l'as vécu comment, toi, à la fin de Harry Potter, la saga cinématographique ? Je m'en fichais un peu de la saga cinématographique. Enfin, moi, c'était vraiment le dernier livre qui était un gros moment où je l'avais attendu, je l'avais lu à minuit. C'était un gros moment pour moi, voilà. Mais le film, je me souviens même plus de l'avoir... Je l'ai vu au cinéma, c'est sûr, mais je me souviens plus de l'avoir vu. Donc, je pense que c'était un moment, mais je sais pas si c'était un gros moment. C'était un moment. Si pour beaucoup de fans, ce film a une place particulière, pour Anaïs, c'était surtout l'occasion de tester sa créativité en matière de sortilège. Relaxio. Envolo. Ouais, t'es libro. Dracarys. Celui-là, vous le connaissez pas, hein. Et ils peuvent pas faire Apporto, Horcrux. Actio. Ouais. Envoyo, Objeto, En la mano. Le Diadémus, Destroyus. Mais putain, le Débilus Maximus là. Ça, c'est toi. Waouh, c'est le terrain de Quidditch. Oui, il y a plus de terrain de Quidditch. Brûlot, Quidditcho. Baguettus, dans ma manus. Voilà, c'est du très très haut niveau. Hein. Ouais, je suis désolée, mais c'est mieux que ces films, en fait. Je pense qu'ils devraient parler comme ça pendant tous les films. J'aurais trop kiffé. C'est vrai. Comme à chaque fois, on a enregistré une petite intro sur le canapé d'Anaïs, sinon ce serait pas drôle, pour voir un peu où tu en étais au niveau de tes connaissances sur le film. On s'apprête à regarder le dernier volet de la saga Harry Potter. Enfin. Tu l'as vu ou pas ? Je me souviens plus. Oui. D'accord. Au cinéma ? Oui. Tu Je crois. ne l'as pas lu par contre, c'est bien ça ? Non. Ok. Qui meurt ? Moi, je mise sur Lupin. Mm-hmm. Je sais qu'il y a Fred qui meurt. L'un ou l'autre, mais je crois que c'est Fred. Rogue. Avant ou après qu'il ait été révélé que en fait il était amoureux de Lily et que en fait il est trop sympa. Ok. Et par rapport à Dumbledore, tu te souviens de quoi ? Bah il est mort donc enfin je sais pas, j'essaye de comprendre où tu veux m'amener avec tes questions en fait. Je peux pas dire des choses parce que si je dis des choses, je dis des choses, tu vois. Déjà pourquoi tu dis des choses, j'ai envie de te dire. D'accord, des choses. Pourquoi tu me sors Dumbledore quoi ? Bah, je te demande si tu te souviens de trucs avec Dumbledore. Je me souviens qu'il est mort dans le 6. Oui, donc, mais il a été mentionné dans le premier volet du 7. On lui a piqué sa baguette dans son tombeau. Ah, il va être résurrecté.
par la pierre. Tu m'as posé beaucoup de questions sur ça la dernière fois, donc... Sur la pierre. Ouais. D'accord. Et pourquoi elle allait être utilisée. Ok. Donc ils vont faire revivre Dumbledore, ok. Est-ce que tu penses que tu vas pleurer? Non, mais jamais de surprise dans la vie, donc... En tout cas, j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir pleuré au cinéma. Moi, le livre, mais... Oh là là. Oui, mais bon, toi, c'était la fin de l'innocence. Mais même pas que ça, il y a une scène en particulier dans le livre où vraiment je ne m'arrêtais pas de pleurer. En fait. J'avais du mal à continuer à lire. Ok. Tellement je trouvais ça, mais tragique et triste. Je me souviens plus si ça m'a fait le même effet. Bon, ça m'a pas fait exactement le même effet dans le film, mais je pense que ça va me faire pleurer aussi. Donc c'est tragique parce que c'est la mort de quelqu'un qui est important. Oui et non. Tu verras. Et la quête des Horcruxes, on en est où là? Je crois que Ron, il a dit qu'il en restait 3. Donc il faut les attraper, comme les Pokémon. Tu sais lesquels c'est ou pas? Nagini, c'est un Horcrux. Peut-être. Et y a pas un truc où genre Harry Potter c'est un Horcrux? Moi j'ai ce truc dans ma tête depuis le début. Où il y a un plot twist, Harry Potter il est plus lié à Voldemort que juste la baguette. Et le front. Ok. Et du coup ça veut dire qu'il doit mourir et après être résurrecté. Par la pierre de résurrection. Pour pouvoir tuer Et elle est où, Voldemort. cette pierre? Je sais pas, dans un lac, gelé? Comme tous les éléments clés de l'intrigue. Non, je sais pas. On s'y attaque? Allez. J'espère que je vais pleurer. Moi aussi, j'espère que tu vas pleurer. On avait commencé les snacks. Ça commence bien et puis après, plus trop. Spoiler, ce n'est pas moi qui ai pleuré devant ce film. Et spoiler, j'ai beaucoup pleuré. J'aime bien parce que je fais ma fière, genre je sais pas si j'avais pleuré devant le film. Ben là, en tout cas, oui. Vous n'êtes pas prêts. Non, Vraiment, vous n'êtes vraiment. pas prêts. Bon, Anaïs, tu dois résumer ce film en 30 secondes. Il se passe pas énormément de choses en fait, donc vas-y. Non, c'est ça. Je peux te faire la version 5 secondes. Vas-y. Ils se battent contre Voldemort et ils gagnent. C'est bien, bravo. Sinon, je peux te faire la version plus longue. Ils braquent une banque au début, Henri Potier et ses amis. Après, ils s'échappent sur un dragon. Et ensuite, ils font une petite activité baignade. Plongeon surtout. Plongeon, c'est ça. Après, ils rentrent dans un tableau et ils marchent dans un couloir. Et ensuite, ils arrivent Tu vas faire scène par scène. C'est ça. Et après, ils arrivent à Poudlard. Et après, ils se battent contre Voldemort et ils gagnent. Super. Voilà. Est-ce que tu as des questions pour moi? Oui, j'ai des questions. Pourquoi Lucius Malfoy, il faisait trop le malin au début et maintenant c'est un peu une victime? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que il est bullied de ouf par Voldemort. Voldemort peut pas le saquer. Ouais, mais on n'a pas vu ça. Moi, j'aurais bien aimé voir. Oui, dans le livre, tu le comprends mieux. C'est parce que les Malfoy, en fait, ont joué un double jeu pendant des années et se sont vraiment réintégrés dans la société des sorciers. De manière, par exemple, Bellatrix Lestrange, elle a passé des années à Azkaban, donc les vrais de vrais, ils étaient en prison et ils ont souffert avec les détraqueurs, alors que les Malfoy, ils étaient tranquilles dans leur manoir, quoi. Donc, ils sont mal vus par Voldemort, qui est tout le temps en train de les vicosser un peu, quoi. Ouais, ça j'avais compris, mais ouais, je comprends pas pourquoi il est tout tremblotant à chaque fois qu'il voit Voldemort. Parce que t'as vu Voldemort. Et puis il a des cernes. C'est. Je sais pas, là, il commet quand même un meurtre de masse. C'est vrai qu'il fait un petit massacre, mais bon, on a déjà établi que moi, Voldemort, je trouve qu'il fait pas trop peur, donc. Ouais, j'aimerais bien t'y voir. C'est clair. C'est Narine, j'arrive pas à le prendre au sérieux en fait. Alors ça, c'est pas une question, mais Ollivander, le mec des baguettes là, en fait, c'est un peu le Yuka des baguettes. Ouais, de ouf. C'est-à-dire qu'il les scanne, exactement ça. il les attrape. Bambou. Poil de castor. C'est exactement ça. Souplesse 75%. C'est exactement. Et il se souvient de chaque baguette. C'est génial. Ouais, franchement, j'étais impressionnée. Ouais. C'est dommage qu'on l'ait pas plus vu parce qu'il m'a bien fait marrer. Et d'ailleurs, il est joué par John Hurt, c'est ça, Ouais, dans c'est le film. Mais pas dans les précédents, si. Je sais plus s'il était joué par John Hurt. Il est juste dans le premier, normalement, je crois, dans mon souvenir. Bon, si jamais on dit des bêtises aussi, n'hésitez pas à hurler et nous. Voilà. Et on aura qu'on a tort. Mais John Hurt, c'est aussi le monsieur qui se fait éclater le ventre dans Alien, donc moi je l'aime beaucoup pour cette raison. Belle filmographie. Et ouais. Est-ce que c'est pas un peu abusé d'envoyer tous les Serpentards au cachot? C'est toujours le problème des Serpentards, mais en même temps, les Serpentards sont un peu abusés, quoi. Ouais, mais il doit bien y en avoir un ou deux qui sont gentils et qui auraient peut-être pu se battre aussi, parce que là, ils dégagent des potentiels soldats dans la bataille juste parce que les Serpentards, on les aime vraiment pas. Alors, l'argument qui est fait dans le livre, c'est qu'ils auraient dû garder des Serpentards en otage parce que c'est des enfants de mange-morts et que ça serait une bonne monnaie d'échange dans la bataille. Sauf qu'en vrai, Voldemort, il s'en fout. Hein. Les Serpentards, ce qu'on sait quand même, c'est que au moment où
Poudlard vrille et passe du côté sombre de la Force, ils sont hyper contents, quoi. Et ils sont un peu devenus les chouchous et tout ça. Donc, c'est pas forcément des gens super. Moi, j'ai toujours eu envie de les défendre un peu. Ouais. Enfin, je trouve que c'est un peu abusé de tous les mettre, les ranger dans le même sac. Bah là, dans le film, tu vois Slughorn, qui est normalement le prof principal des Serpentards, il se bat du côté du bien, quoi. Donc, il y en a. C'est Jim Broadbent, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je l'aime bien. La baguette de Voldemort, elle est très coupante parce qu'il tranche la gorge de Rogue avec. Non, mais c'est un sort, Anaïs. Mais du coup, c'est trop nul comme sort. Bah non, c'est genre bien. Ma baguette est comme un couteau. Mais non, mais il n'utilise pas sa baguette. C'est un sort, il fait comme ça avec sa baguette, mais ça coupe. Ouais, mais le son, à ce moment-là, c'est un son de... D'accord. De tranchage de gorge. Ok. Moi, perso, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Pourquoi Harry, il jette la pierre de résurrection par terre ? Parce qu'il l'a utilisé. En fait, justement, ça aussi, c'est dans pas le très livre. Écolo, mais... Bon, la pierre de résurrection, c'est fait en matière minérale, donc tout va bien. Mais c'est surtout que, en fait, ils insistent pas trop là-dessus dans les films. Ça va durer 4 heures, en fait. C'est clair. Mais Harry devient le maître des reliques de la mort, en fait, à la fin. C'est-à-dire qu'il a la cape depuis toujours parce qu'il a hérité de son père, et il a la pierre, et il a la baguette. Et en fait, ce qui est dit carrément dans le livre, c'est Dumbledore qui lui dit quand ils sont dans la gare ensemble, c'est que seul lui méritait vraiment d'avoir tout ça parce que c'était désintéressé. Et donc, cette pierre, il peut l'utiliser à ce moment-là parce qu'il en a besoin à ce moment-là parce qu'il fait un sacrifice qui est totalement désintéressé. Une fois qu'il a fait ce sacrifice et qu'il a vu ses proches qui peuvent l'accompagner jusqu'à la mort, il n'a plus besoin de la pierre de résurrection, donc il l'abandonne, quoi. Oui, mais moi, j'aurais pu la mettre dans ma poche, tu vois. Oui, mais toi, exemple. Justement, tu n'aurais pas été la maîtresse des reliques de la mort. Okay, c'est moi, je ne mérite pas. D'accord, ok, très bien. Qui a donné le nom Voldemort à Voldemort ? C'est Voldemort lui-même, en toute modestie, encore une fois. Une personne très humble. J'adore parce qu'il y a un moment... Mais tu sais que c'est un anagramme de je suis Tom... Oui, mais juste, j'imaginais la scène, en fait, ça j'aurais bien aimé voir dans les bonus, tu vois, alors Voldemort qui se demande comment il va s'appeler maintenant qu'il est trop stylax. Moi, je pense que c'était en cours de potion, tu sais, il était en train de dessiner sur ses cahiers, en train de faire comme tu trouves tes pseudos de... Oui, c'est vrai, moi c'était Pépette, donc c'était beaucoup moins stylé, mais j'ai aussi fait ça au lycée, ouais. Ouais, non, ça m'a fait rire parce qu'il y a un moment dans le film où il est en train de parler avec Rogue, justement, et Rogue lui dit qu'il est incroyable et tout, et que donc il peut manier la baguette comme il le veut. Et Voldemort lui répond « Oui, je suis incroyable, mais la baguette est quand même défectueuse. » Et il est tellement extra, j'adore. C'est vrai. Mais c'est un peu un personnage camp. Moi, j'avais un peu d'affection pour lui. Bah oui. Bon, est-ce que l'existence de Neville implique l'existence de Nez-Campagne ? Voilà. On arrive à la fin, là. Je ne répondrai pas. Et est-ce que quand Voldemort, il a le nez qui coule, c'est de la Voldemort ? Bravo. Merci. T'as attendu les 8 épisodes pour le faire en live ou Non, je viens d'y penser. Et attends, j'en ai noté une autre aussi, excellente. Est-ce que si on mixe le basilisque avec du parmesan, ça fait du pestosque ? Voilà, je pense qu'on peut arrêter là. Bravo, c'était merveilleux. T'as pensé quoi du film ? C'est pas mal. Non, franchement, je pense que c'est un des meilleurs de la saga. On va en parler plus en détail, mais déjà, c'est un film qui est très beau. Et puis, surtout, il y a une petite différence avec les films précédents, et notamment le film précédent. On va l'entendre, j'ai tout de suite noté la différence principale. Ouais, mais... C'est super, il se passe des choses. Ah, enfin, il y a des enjeux un peu enjeuesques. Bah oui, ça fait du bien. Hein. C'est sûr qu'il ne se passe que des choses, en fait. Il n'y a pas de moment... c'est presque trop. Oh non, moi je trouve que c'est bien. D'accord. Non, franchement, c'est hyper rythmé. Même là, en le revoyant, je prenais des notes et toutes les 5 minutes, je notais « Ah, ça c'est stylé, ça c'est cool, ça c'est trop stylé ». J'ai pas beaucoup fait ça pendant les autres visionnages. T'en penses quoi, toi, de ce film ? Moi, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un bon film, en fait, contrairement à la majorité de cette saga. Il y a des défauts d'adaptation, évidemment, et il y a des choix qui me plaisent pas forcément. Mais bon, ça, c'est toujours le problème quand on est fan des livres ou quand on a lu les livres avant de voir le film, quoi. Pour moi, par exemple, la mort de Fred ou des moments comme ça... ça me pose un peu problème. La meuf hyper sérieuse. Mais après, je pense qu'en termes de divertissement, c'est un bon film. C'est bien foutu. Les acteurs jouent beaucoup mieux que dans les premiers, par exemple, parce qu'ils ont mûri. Ouais, c'est vraiment c'est bien fait, quoi. Donc, c'est plaisant à revoir et j'ai pris plaisir. Et ça crée beaucoup d'émotions chez moi, visiblement. Donc, ça fonctionne, quoi. D'ailleurs, il y a un choix très spécifique qui est fait de passer tout de suite
à la bataille. Au bout de 25 minutes, ouais. Ouais. Un petit peu plus, je crois, mais ouais, c'est genre une grosse demi-heure. En fait, ils arrivent à Poudlard au bout de 25 minutes à peu près. Mais j'ai trouvé ça vraiment très cool. On sent en fait que à la base ça devait être un seul film et qu'ils ont décidé d'en faire 2. C'est tellement différent du précédent en termes de rythme. Mais moi je trouve que ça fonctionne très bien parce qu'on se lance tout de suite dans l'action. Après, ça fait perdre de la puissance à certains moments. Par exemple, quand Harry débarque à Poudlard et que tout le monde l'acclame parce qu'il a été absent depuis longtemps et que les élèves sont contents de le retrouver et que la situation a l'air assez catastrophique. Mais comme c'est très tôt dans le film, on n'a pas encore ressenti cette attente-là avec les autres personnages de Poudlard. Et du coup, il l'acclame, c'est cool, mais ce moment héroïque dans un autre film, il arriverait un petit peu plus tard et il y aurait quelque chose qui aurait été bâti comme ça sur la durée. Mais honnêtement, c'est un tout petit défaut. Sinon, moi, je trouve que c'est quand même vraiment bien d'avoir fait un montage assez précis. Et d'ailleurs, c'est un des films les plus courts aussi. Ce qui peut être surprenant pour le dernier de la saga. Mais... Justement, je pense qu'ils auraient pu rajouter... Enfin, je suis pas le genre à dire ça, mais ils auraient pu rajouter 5-10 minutes pour ajouter, par exemple, une scène de mort pour Fred. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais... par exemple. C'était pas grand-chose de leur demander ça. Mais avant d'arriver à Poudlard, le trio va braquer Gringotts, ambitieux, on aime, avec l'aide, en tout cas au début, du gobelin Griphook, que j'appelais Griffook jusqu'à hier, quand Anaïs m'a dit « je crois que c'est Griphook ». Donc ça me sert de t'avoir à mes côtés quand même. Et je suis là pour ça. Bon, il faut quand même parler pour le gobelin, là c'est la parenthèse un peu sérieuse, du cliché antisémite qu'il représente. Ça a beaucoup été pointé depuis dans les critiques de Harry Potter, mais c'est vrai que les gobelins, dès le début, et moi je me souviens bien, même en le lisant, ça m'avait un peu marqué, c'est vraiment des caricatures antisémites du 19e, c'est-à-dire que c'est les banquiers secrets qui sont obsédés par l'argent, par l'appât du gain, qui sont prêts à trahir père et mère, et qui ont des oreilles pointues, des nez crochus, et qui sont tout petits avec des mentons pointus et les mains bien... Enfin, on dirait vraiment des caricatures antisémites, quoi. Donc, je pense pas que J.K. Rowling, qui a beaucoup de défauts, on le voit de ces dernières années, a fait ça volontairement, évidemment, mais je pense que forcément, ça, à travers son œuvre, sans le faire exprès, elle a charrié beaucoup de clichés qui sont dans la culture et la pop culture en général, autour de la figure du banquier et tout ça. C'est quand même intéressant de voir ça dans le film, et là c'est assez marquant parce qu'il est trahi. Bon, ils allaient le trahir aussi, mais il est quand même assez détestable comme personnage, quoi. Oui, puis il est très intéressé par le gain en fait. Enfin, il dit qu'il n'a pas besoin d'argent, mais il veut absolument avoir l'épée là, je sais plus comment ça s'appelle. Et même il s'appelle Griphook. Enfin, rien que ça, c'est un côté voilà, je veux mettre la main sur. Moi, je trouve que c'est quand même assez frappant. Oui, c'est ça. Et puis en plus, il y a le truc, l'épée, pourquoi il la veut, c'est l'épée de Gryffondor. C'est parce qu'elle a été fabriquée par un gobelin et que les gobelins ont le sentiment que si ça a été fabriqué par l'un d'entre eux, ça appartient à eux. Enfin, il y a tout un truc aussi de communauté, un peu dans la protection les uns des autres, qui est à l'écart du monde et tout ça. Enfin, il y a un truc vraiment, c'est pas hyper beau tout ce que ça charrie, mais bon, encore une fois, moi, je pense pas que c'était volontaire du tout dans son écriture. Mais c'est vrai que quand on le voit, ça me dérange toujours un peu, quoi. Mais bon, avec Griphook, du coup, et pas Griffook, ils vont essayer de récupérer, et ils vont récupérer un Horcrux de plus. Et je me suis demandé où seraient et quels seraient nos Horcrux si on en avait. Moi, j'ai pensé à plein d'objets tout de suite. Ah, moi, j'ai pensé à plein d'endroits pour toi. Ah, merde. Alors, vas-y. Où est-ce que tu irais ? Genre, si tu devais récupérer mes Horcrux, donc les endroits où j'aurais caché des bouts de mon âme, tu irais où ? Alors, donc, c'est des endroits qui comptent pour Anaïs. J'ai très peur de ce qu'elle va dire. Donc, je pense le Alamo Drafthouse à Austin, Texas, où Anaïs a vécu pendant 1 an et qui a un cinéma très, très important. Si vous passez 1 heure avec Anaïs un jour, vous en entendrez parler. C'est vrai qu'une fois, on m'a chronométré pendant que je parlais de ce cinéma et ça a duré 19 minutes. Voilà. Sinon, j'ai pensé à Chez Tonton à Toulouse. Ouais, ok. J'ai pensé au Machu Picchu. Ouais, pas mal. Faut y aller, mais... Voilà. Et j'ai pensé au Grand Buffet de Narbonne. D'accord. Mais du coup, dans quels objets ? Parce qu'il faudrait bien que je les mette quelque part. Bah oui, c'est ça, j'ai pas trop... Dans le bol de Chantilly, des buffets de Narbonne. Dans ta culotte Maroon 5. Qui ne se situe ni à Austin, ni au Machu Picchu. Oui, mais tu les places quelque part. Enfin, à chaque fois, c'est ça qui fait Voldemort. Les objets sont pas, tu vois, inhérents à l'endroit où il les a mis. Hein. C'est-à-dire que, par exemple... faut faire un combo, en fait. Genre la culotte évidemment. Maroon 5 dans le cinéma d'Austin. C'est ça. Okay. Par exemple, le pendentif qu'il avait mis
mis dans la grotte. Il se trouvait pas dans la grotte à la base. Il avait mis ce pendentif dans la grotte parce que cette grotte avait un sens particulier pour lui, parce qu'il avait torturé des enfants dedans. Évidemment. Voilà. Donc toi, oui, la culotte Maroon 5. Et sinon, j'ai pensé à un carnet, parce que tu as 40 000 carnets comme lui, mais tu as toujours des carnets partout. Et sinon, je me disais un tatouage, mais ça marche pas trop bien. Non, dans un salon de tatouage, peut-être à la rigueur. Voilà. Il faudrait choisir lequel. T'avais quoi pour moi? Moi, je me suis dit dans une boîte d'anchois. Moi j'ai pensé plutôt à des objets, donc j'avais pensé aux anchois, j'avais pensé à un livre de recettes de cuisine. Ok. Une partie de mon âme là-dedans. Bah ouais. Dans une boîte d'anchois aussi, c'est hardcore. Bah, c'est les trucs. J'essaie de penser matériellement les trucs auxels t'es la plus attachée, tu vois. C'est vrai. J'aime beaucoup les anchois, il faut le dire. Non, sinon peut-être le chat de ta mère. Oui, c'est vrai. J'adore le chat de ma mère. Le pauvre, je voudrais pas lui faire ça. Après, ouais, c'est ça, c'est pas cool pour lui parce que s'il faut le détruire, il faut tuer le chat, quoi. Oui, mais c'est si tu veux me détruire moi, quoi. Oui, c'est vrai. Non, et puis du coup, il y a une expiration, donc si par exemple. Je vois pas ce que tu veux dire. Je refuse d'entendre que le chat de ma mère a une expiration. Mais non, mais pour les anchois, ou tu vois, si tu. À un moment, quelqu'un va les jeter. Et du coup, pour les retrouver, c'est hyper compliqué, quoi. Ah bah oui, c'est ça le problème. Il faut que ce soit un objet un peu spécial, quand même. J'avais noté les livres Harry Potter. Ouais. Sauf que ma collection originale est perdue à jamais, donc peut-être pas à jamais. Mais... Une pince à cheveux, j'ai noté aussi. Franchement, je vais perdre des morceaux de mon âme tous les 2 jours avec cette sélection, ça va vraiment pas le faire. Non, mais ou alors dans les lieux, une piscine, genre une belle piscine, tu vois, genre la piscine Molitor. Ouais, d'accord. Ouais. Mais après, pareil, il faut trouver, quoi. J'ai un peu la flemme, en fait, d'aller chercher tous ces Horcruxes. Clairement, ce film finirait beaucoup plus tôt si c'était moi qui faisais la quête. Je dirais, ouais, c'est bon. Voldemort, t'as gagné, ok, vas-y. Bon, revenons à la banque. Comme d'hab, c'est Hermione qui sauve tout. Bah oui, il y a même Ron qui lui dit, ils sont en train d'être attaqués de tous les côtés, et Ron lui dit, bah vas-y Hermione, sauve-nous, parce que c'est toi qui nous sauve tout le temps. Et donc là, elle fait un truc assez stylé. Elle se jette sur le dragon qui est en train de garder les trésors de la banque. Yes, girl. Vraiment, pourquoi les films sont pas sur elle, en fait? Bref, elle chevauche des dragons, en fait. Bon, après, Harry a déjà chevauché un dragon, je veux pas dire, tu l'as vu. Oui, non, mais... il a pas chevauché, d'ailleurs. Bah, en tout cas, elle, c'est plus stylé. Enfin, vraiment, dans les derniers films, je m'y attendais pas, mais j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer Hermione et à me dire qu'elle était très héroïque. Tu as vu la lumière. Bon, ensuite, les 3 amis rejoignent Préolard, le petit village qui est à côté de Poudlard, où ils sont accueillis par le frère de Dumbledore, Aberforth. Est-ce que, bon, je sais maintenant, en vrai, parce que je t'ai demandé hier, tu as compris qui jouait Aberforth? Parce qu'il est grimé, l'acteur, en fait. Oui, bah, au début, j'ai cru que c'était le père Fouras. Et après... En faisant pause et tout, j'ai enfin compris que c'était Kieran Hines, qui est un acteur irlandais qui a joué dans plein de choses. Il jouait Mance Rayder dans Game of Thrones. Voilà. Et il était dans la série The Terror aussi récemment, où il jouait le capitaine du bateau. Et il est assez BG, et là, pas du tout. Non, mais vraiment, là, ils lui ont collé beaucoup de prothèses, mais on reconnaît quand même un peu le... Oui, mais c'est des yeux. Mais en fait, c'est pour avoir une ressemblance avec Michael Gambon, enfin, avec Dumbledore. Bah, quand même, ça fonctionne. Enfin, mais c'est surtout, en vrai, ils auraient pu juste lui mettre une barbe et des cheveux longs, parce que c'est ça qui fait la ressemblance, quoi. S'ouvre alors la séquence qui va occuper le reste du film, c'est-à-dire la bataille de Poudlard. Le trio revient dans l'école. Ça va être un enchaînement de scènes plus ou moins épiques, d'effets spéciaux plus ou moins réussis. Le film était diffusé en 3D pour sa sortie, donc ils ont pas mal insisté sur certains effets spéciaux en général. Ouais, mais en fait, il a été converti à la 3D, je crois, après avoir été tourné. D'accord. Alors qu'il y a des films qui sont tournés directement en 3D, et donc ça se sent un petit peu... Il y a quelque chose d'un petit peu maladroit parfois dans certaines scènes. T'as pensé quoi de ces scènes de bataille, toi ? Bah, je les trouve très bien. Je trouve que les scènes d'action pure et dure sont hyper réussies parce qu'elles sont très bien chorégraphiées, notamment les scènes où Harry se bat contre Voldemort. Elles sont polémiques, celles-là. Hein. Ah ouais ? Bah, le moment où il y a un espèce de lasso, enfin où il le prend dans cette espèce de... Ah oui, où ils se font un petit câlin là. Ouais, dans exactement. Et non, ça c'est... ou des choses comme ça. Bah, ça c'est bizarre et c'est moche. On dirait un fantasme sadomaso un petit peu, tu vois, entre les deux. C'est comme ça que ça a été décrit à l'époque. Ah ouais, ouais. Putain, c'est pas comme ça que j'imagine la chose, mais d'accord. Ça m'a pas paru très kinky. En fait, je trouve que le film utilise très bien l'espace.
C'est un film qui est très graphique et les scènes sont très bien chorégraphiées, les scènes d'action, parce qu'elles sont lisibles. Ça saute dans tous les sens, ça fait piou-piou avec les baguettes. Et en fait, on se perd jamais, on comprend exactement tous les enjeux, ce qui est en train de se passer, même quand il y a 3 milliards de trolls qui sont en train de courir dans tous les sens. Et ça, mine de rien, c'est quand même un savoir-faire. Il y a des scènes de bataille qui sont extrêmement mal faites dans certains films ou certaines séries. Et là, je trouve que c'est très réussi. Et ce que je trouve très bien aussi, c'est que toutes ces séquences de bataille sont entrecoupées de petits moments de respiration, soit par de l'humour, soit par un petit développement de personnages. Et je trouve que c'est très bien fait, que c'est un film qui est vivant, en fait, qui respire, où on n'a pas l'impression qu'il faut juste aller d'un point A à un point B. Et c'est un reproche que j'ai fait à beaucoup des films précédents. Et là, je trouve que c'est un très bon équilibre entre l'écriture et la mise en scène. Et c'est comme ça qu'on ressent de l'émotion aussi. C'est parce qu'on voit les personnages, on les voit pas juste effectuer des tâches, mais on les voit vraiment ressentir les batailles. T'as un moment préféré ? Ouais, je pense tous les moments avec McGonagall. Ah, moi aussi. Ouais. J'allais dire, c'est là où moi, c'est quand elle demande aux statues d'aller défendre Poudlard. C'est trop kiffant. C'est vraiment génial. Ouais, elle est vraiment géniale. Et en fait, je me souviens que c'était un personnage que j'aimais bien dans les livres et je trouve qu'elle est très absente de la saga ciné. Et donc là, ça fait plaisir de la voir en fait et de voir qu'elle a du caractère, elle est marrante et en même temps, elle affronte Rogue. C'est hyper stylé. Elle est un peu badass. Mais d'ailleurs, dans le livre, il y a un moment où Harry la défend pendant une des batailles et c'est un moment assez émouvant parce qu'on sent un peu toute l'affection qu'il peut avoir pour elle et ce qu'elle a pu représenter au fil des années. Et ça a été enlevé. Il y a quand même un moment qui est joli entre les deux où elle dit ça fait plaisir de te revoir ou de vous revoir. J'imagine qu'elle vous verrez. C'est vrai que McGonagall, elle n'a pas été très très présente, elle a beaucoup moins été présente dans les films que dans les livres et c'est un peu dommage parce que pour le coup moi je trouve que Maggie Smith c'est le meilleur casting de toute cette saga en fait. Aujourd'hui quand je relis les livres, McGonagall c'est elle quoi. Alors qu'il y a d'autres personnages où j'ai plus de mal à les projeter, mais vraiment je trouve qu'elle est incroyable dans ce rôle. Non, je suis d'accord, je l'aime beaucoup. On va faire un petit point réalisation. Anaïs a préparé un slideshow. Donc Non, vous inquiétez pas, j'ai pas prévu toute une leçon avec un PowerPoint et tout. Mais le truc qui est évident tout de suite quand on regarde ce film, c'est qu'il y a énormément de surcadrage. Et donc forcément, c'est très beau. Donc un surcadrage, pour ceux qui savent pas ce que c'est quand un personnage ou un élément de décor est cadré à l'intérieur du cadre dans le film. Donc on n'a pas que le cadre de l'écran de cinéma, on a aussi un élément de décor qui va permettre de cadrer. Donc souvent, ça va être l'embrasure d'une porte, une fenêtre, des barreaux. Et donc là, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans ce film. Un des premiers plans, c'est Rogue qui est en train de regarder par la fenêtre, tel un BG un peu torturé. Et c'est hyper frappant comme visuel. C'est aussi un plan qui indique dès le début du film que le personnage de Rogue va être très important pour l'intrigue. En fait, énormément de plans du film sont en surcadrage comme ça. Et donc, c'est utilisé au cinéma pour plein de choses. Déjà parce que c'est symétrique, donc c'est forcément très joli. Parce que ça implique un petit peu plus le spectateur, parce que ça attire l'attention sur le fait qu'il y a un cadre. Parce que parfois, on s'oublie quand on regarde un film. Et là, non, on est obligé de se rendre compte qu'il y a eu un cadrage qui a été fait. Mais là, dans ce film spécifiquement, ça permet aussi de montrer que l'étau se resserre, tout simplement, puisqu'on a des personnages qui sont tout le temps enfermés par le décor. Il y a des moments où Harry est derrière des barreaux. En plus, il y a la scène, il y a le flashback où on voit le bébé Harry derrière les barreaux aussi. Donc, c'est un petit rappel visuel. Mais il y a plein de moments comme ça qui nous donnent l'impression que les personnages sont un petit peu étriqués. Et ça colle très bien avec cet affrontement final. Le fait que c'est quasiment un huis clos dans Poudlard. Alors certes, Poudlard, c'est grand, mais en fait, il y a carrément cette cloche qui est mise à un moment protectrice. Donc, je crois que c'est le seul film qui a une unité de lieu aussi spécifique en dehors de la première demi-heure. Et donc, ces surcadrages-là, ils servent énormément à montrer ça. Et puis, ça crée de la symétrie. Et la symétrie, c'est un des autres motifs visuels qu'on a et qu'on retrouve énormément dans le film. Il y a un plan en particulier où on voit Harry qui est cadré de près et en fait il y a une partie de l'écran qui est sombre, une partie de l'écran qui n'est pas sombre. Voilà, j'emploie le jargon technique. Et c'est tout bête, mais en fait, ça permet de montrer un truc qui est quand même crucial dans ce film, c'est que Harry Potter a une part de Voldemort en lui, et donc qu'il a une part de mal. Et comme tout le film est sur l'affrontement entre le bien et le mal, ce genre de plan, vous allez en retrouver aussi énormément. Des jeux sur les contrastes entre l'obscurité et la lumière. Et c'est une manière très très simple de rappeler les enjeux qui sont noirs ou blancs. Et en même temps, on a des personnages au milieu qui sont un petit peu gris. Et d'ailleurs, il
y a Voldemort aussi qui est cadré à plusieurs moments avec un jeu de lumière pour montrer que au final, il a une connexion avec Harry Potter. Donc, on le voit dans la scène BDSM aussi, dont tu as parlé, où ils sont très connectés. Mais voilà, c'est plein de petits indices visuels qui permettent de montrer un petit peu la connexion entre ces deux personnages, le bien et le mal. Et donc, je trouve que visuellement, c'est un film qui est très réussi. C'est pas non plus rentre dedans. Ça attire pas trop l'attention sur le visuel. Mais en fait, voilà, tous ces petits motifs, je trouve qu'ils marchent très bien aussi pour créer une anxiété chez les spectateurs. Je sais pas, pourquoi tu rigoles ? Non, je rigole pas, elle est trop forte. Voilà, c'était mon point réalisation. On sent qu'elle a eu 19 en philo au bac. Hein. Il y a plusieurs personnages qu'on aime qui meurent dans cet épisode, dans ce film, qui meurent dans la bataille plus précisément. 3 en particulier. Il y a Fred, Lupin et Tonks. Est-ce qu'on aime Tonks ? J'aime Tonks personnellement et je pense que si on fait un petit sondage dans cette pièce, les gens vont plutôt aimer Tonks. Je sais pas, oui, non ? Oui, voilà. Ok. Elle est aveuglée par son attirance pour Lupin. Lupin et Rogue, hein, quand même. On va entendre notre réaction à la mort, ou ta réaction à la mort de Fred ? Je sais pas. J'ai réagi, moi ? Oh non. Non, c'est trop triste. C'est un peu nul quand il va bien mourir. Ouais, dans le livre, on le voit. C'est trop triste. Ça commence. Elle est trop vivi. Dans le livre, en fait, Harry est là quand Fred meurt. Je crois que c'est en sortant de la Room of Requirement, la chambre la salle sur demande, merci. Il tombe sur lui et Percy qui ont une réunion familiale parce que le problème c'est que les films on va pas du tout parler de cet aspect-là de l'intrigue, mais en gros Percy s'est éloigné de sa famille dans le livre 5 parce qu'il était du côté du ministère. Tu te souviens même pas de qui est Percy, j'imagine ? Si, c'est celui où quand il est apparu tu m'as dit tu vois qui c'est lui, c'est Percy. Voilà, et en fait du coup c'est un assaisonnement aussi, Percy. À ne pas mettre dans le basilisque parce que sinon c'est pas terrible, mais du coup ils ont ces retrouvailles qui sont très émouvantes parce qu'ils étaient en conflit pendant des années et surtout Fred et George ont été les plus virulents contre Percy où ils voulaient plus lui parler et tout ça même après il a jamais vraiment fait de mea culpa très prononcé, hein. Mais il y a ce moment où justement il vient se battre avec sa famille, il se bat avec Fred et il y a une explosion et Fred meurt, quoi. Enfin, ne pas voir la mort de Fred, je trouve ça un peu criminel, quoi. Parce que normalement, il y a Ron aussi qui est là. Enfin, moi, je me souviens que quand j'ai lu ça, j'étais mais c'est pas possible. Enfin, Fred qui meurt, c'était inimaginable, quoi. Non, et puis même dans le livre, t'as quand même le truc où tu apprends que George, je sais plus si c'est dans le livre ou si c'est sur Pottermore qu'elle avait dit ça après. Il s'est jamais remis de la mort de Fred. Il a jamais retrouvé la joie de vivre qu'il avait avant, ce qui est quand même hyper tragique, quoi. Ça s'en fout complètement. Si, c'est juste ma tête. Si, non, c'est vrai, c'est triste. Non, et je trouve pour le coup que dans ce film, surtout que c'est des énormes enjeux. Je trouve que J.K. Rowling, elle a été assez douée pour pas éviter la tragédie dans ses livres en général, même si les 3 héros s'en sortent. Il y a quand même beaucoup de sacrifices humains et beaucoup de morts. Et c'est quelque chose qui est assez admirable parce que, par exemple, Twilight, avec leur scène débile, là où tout le monde meurt et au final, non, personne n'est mort. Attends, tu veux dire le truc où, en fait, il y a un plot twist et la bataille mais des Volteurs. C'est trop bien. Non, c'est une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma. Non, c'est vraiment... C'est une trahison en fait scénaristique, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est génial. Non, mais vraiment pas. Mais du coup, je trouve que J.K. Rowling, elle a eu l'honnêteté d'aller jusqu'au bout, et de faire vraiment mourir des personnages qu'on adorait et de montrer un peu le prix qu'on paye dans une bataille pareille. Et le film ne fait pas ça, c'est-à-dire que le film les montre après. On a un petit moment d'émotion. Lupin et Tonks dans le livre, elle les montre pas. En fait, on les découvre au moment où on les découvre aussi dans le film. Mais après la bataille, alors qu'ils sont allongés côte à côte, je trouve ça vraiment dommage, c'était 5 minutes de plus, quoi. Parce qu'en plus, il y a une phrase, mais magnifique, je vais être émue encore, mais où en fait, quand on découvre après l'explosion, quand on le voit mort, il avait encore le dernier rire, de sa dernière blague, quoi. Sur la bouche, c'est beau, non ? Ah oui. Bref, voilà. Là, on n'a pas ça du tout. Elle s'en fiche. Non, mais pour moi, le problème, c'est qu'ils utilisent le même procédé pour Fred et pour Lupin et Tonks.
Et ça aurait bien marché s'il l'avait fait que pour un des deux, mais c'est vrai que là, en fait, c'est une opportunité ratée. Je suis d'accord avec toi. On a vu dans Game of Thrones des intrigues similaires et ils arrivent très bien à avoir l'équilibre entre certaines morts qu'on va découvrir a posteriori et certaines morts qui vont être vraiment tragiques sur le champ de bataille. Et là, c'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était très rapide, en fait. Ouais, bah oui, c'est On n'a comme pas le temps si c'était d'être juste triste. évoqué. Bah, c'est ça. Et Ouais. dans un film qui dure 2h05, ça aurait pu durer 2h10. Enfin, Ouais, 2h10, maintenant, c'est n'importe quelle comédie romantique, tu vois. Enfin, c'est juste, là, c'est la fin épique d'une saga qui a duré des années, quoi. Pour moi, ça illustre vraiment le problème de la plupart de ces films, qui est qu'ils se sont beaucoup focalisés sur l'intrigue, c'est-à-dire qu'il fallait retranscrire le livre à l'écran, et je pense que ça a été un gros casse-tête d'adaptation, mais du coup, ils ont parfois oublié l'émotion qui vient des personnages. Et Il y en a quand même une émotion, on va en parler après. certes, mais là, je trouve que c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que tu peux totalement construire cette scène de mort pour en faire un des points d'orgue du film émotionnel, et c'est vraiment très bizarre de ne pas l'avoir fait. Et en plus, du coup, on découvre les cadavres les uns après les autres. Et puis, Tonks et Lupin, enfin, je les aimais beaucoup, mais le truc où ils font comme ça, là, je sais pas si vous vous souvenez, ils veulent se tenir la main, mais ils sont comme ça. Et t'es là, c'est bon, Du coup, décale-toi de quand 5 ils sont centimètres, morts, en fait. ils sont aussi comme ça. Donc, on Oui, comprend c'est ça. pas s'ils ont été transportés avec la main tendue ou s'ils sont morts après. Enfin, bon, Mais en fait, c'est un clin d'œil du coup au moment où ils se. Oui, bien sûr, mais bon. c'est nul. Enfin, c'est vraiment mal fait. Et surtout, c'est bon, dommage. après, encore une fois, on peut dire qu'on s'en fout parce que c'est le livre, mais ils ont eu un fils, c'est à peine évoqué. Oui, ça, moi, j'avais même pas capté. Et d'ailleurs, ils l'ont fait très vite, ce fils, parce que je crois que ce film-là démarre juste après le film précédent. Et c'est dans le film précédent qu'elle dit on voulait vous dire avec. Oui, mais en fait, tu sous-estimes le temps qu'ils ont passé à camper près sur des lacs gelés. Et pourtant, Donc, ça a été très long. Voilà. Mais non, c'est vraiment plusieurs mois. Ils passent longtemps. Ouais, Donc, mais entre plusieurs mois et une grossesse, c'est c'est 9 mois. plusieurs mois, ouais. 9. Même chez les sorciers, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Mais du coup, Harry est le parrain de Ted et il y a une sorte de parallèle de symétrie entre le sort de Harry qui a perdu ses deux parents aussi face à Voldemort en tant que bébé et qui a perdu son parrain plus tard et Ted, le fils de Lupin et Tonks, qui va perdre ses parents. Qui s'appelle Ted. Ouais, c'est le nom du père de Tonks qui est moldu, donc voilà. Enfin, bon, bref. C'est vraiment, t'as que des noms genre Expelliarmus, Abrutus, et au milieu t'as Denis, Nicolas. Genre c'est vraiment bizarre, quoi. C'est vrai. Bon, il n'y a pas que la mort, il y a aussi l'amour. Et donc, il y a plusieurs moments romantiques pendant cette bataille. D'abord, un dénouement qu'on attendait tous, Ron et Hermione, enfin. Ouais, enfin. Ils ont intérêt à avoir un bon budget sèche-linge dans ce film parce que... Oh le bisou. T'aimes bien ce bisou, vraiment? Visiblement, déjà, je m'y attendais pas, puisque j'étais en train de parler de... Parce que c'est très soudain, faut dire. Ouais, c'est la ça. façon dont En fait, ils venaient d'être trempés et ils avaient déjà fait un plongeon dans un lac au début du film, et vraiment, ça me donnait froid pour eux. Ils sont tout le temps mouillés dans ce film. Ouais, en le revoyant, là, je me suis dit que c'était mignon, mais je pense que c'est mignon aussi parce que juste la tension romantique entre les deux est bâtie depuis tellement longtemps qu'on est content. Et ouais, c'est soudain, mais du coup, il y a un côté mignon et marrant parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend qu'au moment où ça se produit, il faut y aller, quoi. Le fait qu'ils aient pas bâti et que ça se fasse de manière un peu brutale, ça colle totalement avec le fait que ça fait 4 films que tout le monde l'attend. Ouais, c'est marrant parce qu'en voyant le film, là, je me suis dit, ça fonctionne. Et après, en relisant le chapitre dans le livre, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'ils aient pas repris exactement comme c'était dans le livre. Parce que dans le livre, désolée, j'arrête après, c'est la dernière fois. Mais dans le livre, en fait, à ce moment-là, Hermione, ça aussi, c'est un truc qu'ils n'ont pas mis dans les films, donc ils pouvaient pas les mettre dans celui-là. Hermione, elle avait créé une société de soutien aux elfes de maison parce qu'elle trouvait qu'ils étaient maltraités, ce qui est le cas. Et Ron se foutait de sa gueule ouvertement pendant des années où il lui disait qu'elle était un peu starbée de faire ça et tout ça. Et en fait, là, au moment de la bataille, il dit « Et les elfes de maison qui sont dans la cuisine, il faut les évacuer pour s'assurer qu'ils vont bien. » Et là, elle est tellement émue par le fait qu'il se préoccupe du sort des elfes de maison qu'elle saute sur lui et qu'elle l'embrasse devant Harry. Ah, c'est mignon. Bah ouais, c'est hyper mignon. Devant Harry qui leur dit « Enfin, putain les gars, c'est vraiment pas le moment, quoi. » Et du coup, il dit « Bon, on a une bataille à gagner, là, vous voulez pas arrêter ?» Il l'écoute pas du tout, il continue à s'embrasser, et puis après, il est « Bon, elle est vraiment sérieux. » Et je trouve que la scène est vraiment bien dans le livre, quoi. Et ça fonctionne dans le film, et c'est du coup un petit peu expédié, je trouve, a posteriori. Quand j'ai relu la scène dans le livre, j'étais là, mais... Oui, c'est vrai, mais en même temps, il y a plein d'autres moments, de petits moments, et donc c'est bâti
en entrecoupant les scènes de bataille. Donc moi, j'aime bien parce que c'est furtif, mais en même temps, c'est suffisamment mignon. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas que un baiser. C'est que tout de suite, ça officialise la relation entre eux. C'est pas comme... Pas comme sur Bumble. Ouais, voilà. Il n'y a pas cherche relation courte ou vers relation longue, casual dating. Non, ils se sont fait un bisou dans la cave du gros serpent, là. Et ça y est, c'est bon. Ron, on va l'entendre, pour lui, c'est réglé, quoi. Oh. Mec, tu l'as embrassé il y a 5 minutes comme toi. Oui, mais quand même, on sait. C'est trop mignon. Et il y a aussi une allusion au sujet de Neville et Luna. Tu peux décrire ce qui se passe ? Oui, là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en pleine bataille aussi. Et Neville, il dit qu'il se sent revivre et qu'il a plein d'énergie parce que c'est la guerre, quoi. Et il est trop content. Et donc, avec toute cette adrénaline, il dit à Harry Potter est-ce que tu as vu Luna quelque part ? Parce que là, je suis trop chaud. Il faut absolument que je lui dise que je la kiffe, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça trop mignon parce que ça sort de nulle part. Et en fait, ça amène un petit peu de légèreté et de romance dans un film qui est très sombre. Donc, c'est trop bien. Ouais, si tu veux. Oh là là. Non, mais tout le monde n'a pas besoin de finir avec tout le monde, en fait. Mais tout le monde ne finit pas avec tout le monde. Bah là, un peu. Enfin, c'est Regarde, juste. George, il est seul. Luna, elle peut vivre sa vie tranquille. Elle peut se découvrir, explorer sa sexualité. Elle n'a pas besoin de Neville, quoi. Enfin, désolé. Mais oui, ça t'a plu, on va l'entendre. Peut-être qu'ils vont juste se pécho dans le donjon et que tu vois, ce sera un one night stand juste pour la bataille. J'espère pour eux. Oh, trop mignon. Oh, j'adore l'amour. Ça, c'est vraiment le gros plot twist parce que avant qu'on fasse une saison entière sur les comédies romantiques, je pense pas que j'aurais dit des choses pareilles. Ouais. Tu m'as contaminée. Je suis très contente. Mais pour beaucoup de gens, avec qui je ne suis pas forcément d'accord, l'histoire la plus romantique de ce film est aussi la plus tragique. Avec un personnage au cœur de tout ça. C'est sur lui donc que s'ouvre le film, tu l'as dit tout à l'heure. Mais il a conquis ton cœur depuis longtemps déjà. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ? Alors, pas vraiment Rogue, on va l'entendre. Rogounet. Voilà. J'assume. Donc bon, c'est un peu tragique là parce que le pauvre, Voldemort le tue pour récupérer sa baguette. Enfin, le pouvoir sur la baguette, on va pas commencer à rentrer là-dedans. Mais on va entendre ta réaction à la mort de Rogue. Il y avait du choc, quoi. Non. Non. Tu t'en souviens pas ? Non. Oh. Tu t'en souviens C'est pas ? horrible. Bah, elle est très bien faite, cette scène. Elle est trop bien faite. Mais c'est trop triste. Rogue. Rogounet. Roguinou. Ah, je suis choquée. C'est très bien fait parce que c'est un personnage qui a quand même été un antagoniste. Donc, il faut qu'il ait une mort, je pense, à la hauteur de la méchanceté, enfin la cruauté qu'on a vue pendant des films et des films. Mais comme on sait aussi qu'en fait, il est un peu gentil, pour moi, ça a très très bien marché. Et c'est une mort qui est à la hauteur d'un personnage qui a été très flamboyant pendant ces 8 films. Oui, c'est vrai. Et après sa mort, on découvre, grâce à ses larmes, pourquoi pas, son histoire d'amour complètement unilatérale, avec Lily, la maman de Harry. Et comme beaucoup de fans, tu as été très sensible à cette histoire. C'est des larmes d'amour. Elles vont le protéger. Mais... Quoi ? Quoi ? Tu te souviens de ce que c'est le penser ? Ah oui, mais oui, je me souviens. Et là, il va voir qu'il était amoureux de sa maman. Je suis ton père, Harry. C'est lui qui a envoyé la biche ? Mais oui, trop bien. Qu'il est gentil. Tu vois, j'ai toujours dit. On va débattre de ça. Il y a plein de fans qui se font tatouer Always. C'est trop beau. Moi, je trouve ça beau. Alors, ça divise vraiment les fans. Je sais que y en a beaucoup qui pensent ça. Il y a beaucoup de tatouages Always sur cette planète. C'est vrai ? Ouais. Après, peut-être qu'ils cherchaient juste une serviette hygiénique, on sait pas. C'est possible.
Non, mais moi, en fait, le problème que j'ai, c'est que toute sa rédemption, c'est juste qu'il était amoureux d'une personne, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on comprend qu'il s'est dit « Ah ouais, c'est pas cool de tuer des gens parce qu'ils sont pas de sang pur. » D'ailleurs, lui non plus, hein, mais c'est pas cool de s'attaquer à des gens sur la base de croyances hyper horribles. C'est vraiment juste « Ah bah non, elle, je voulais vraiment pas qu'elle meure parce que je suis amoureux d'elle depuis que je suis tout petit, quoi. » Enfin, je trouve ça. Et puis même... Après, on peut dire que le fait que ce soit un harceleur d'élèves, c'est motivé par le fait qu'il doit garder son aura justement de méchant pour ne pas être soupçonné, surtout pas d'être un gentil. Mais il y prend beaucoup de plaisir quand même. Donc, je pense que tous les fachos peuvent un jour réaliser que peut-être que c'est pas bien d'être facho. Et ça, je veux pas leur enlever ça. C'est bien s'ils réalisent un jour que c'est pas bien d'être facho. Mais que Harry donne Severus en deuxième prénom à son enfant, faut arrêter les conneries 2 minutes en fait, tu vois. Enfin, c'est juste, ce mec, il a quand même harcelé pendant des années. Ouais, c'est vrai. Mais et puis il était vachement creepy en fait, avec sa mère. Bah, moi, je trouve pas, pas dans ce qu'on voit là. Après, je pense que là, on voit assez peu de choses pour pouvoir projeter ce qu'on veut. Et comme moi, j'ai pas les livres en référence absolue, ce que je vois, c'est que, évidemment, il était très amoureux d'elle, mais il s'est pris d'affection pour Harry Potter, par amour pour sa mère, mais qu'il avait de l'affection pour Harry Potter. Et je sais pas, moi, j'ai trouvé ça. Je pense vraiment pas qu'il a de l'affection pour Harry. Je pense qu'il a de l'affection pour les yeux de Harry, qui sont les mêmes que ceux de Lily, mais c'est tout, en fait. Si tu lui enlèves les yeux, peut-être. Il pouvait pas saquer son père, et ce qui est compréhensible parce que son père, c'est un gros connard. Non, c'est pas un gros connard. C'était un jeune garçon qui a fait des erreurs, mais qui, pour le coup, lui, a vu les erreurs qu'il a faites. Par amour pour Lily aussi. Je sais pas, moi, j'ai beaucoup de compassion pour Rogue, de toute évidence, Rogounet. Mais je comprends ce que tu dis, mais pour moi, voilà, je pense que comme globalement, je m'en fous. C'est beaucoup plus facile d'être ému par ces petits moments-là, parce que c'est un personnage que j'ai tellement aimé aussi regarder. Et j'adore en fait ce cliché dans la fiction. J'adore les méchants qui au final sont pas si méchants que ça, ou qui se laissent attendrir, etc. Enfin, ça marche toujours super bien sur moi, de manière sans doute tragique. Et surtout, tu trouves Rogue sexy? Non. Mais t'as pas dit ça plusieurs fois? Non, mais c'était pour rigoler. Ah d'accord, ok. Non, je trouve pas Rogue sexy, mais je le trouve flamboyant. Excuse-moi, tu trouves Lupin sexy, donc... Oui, Lupin, ouais. Okay. C'est ces petits cheveux gras, là, je trouve que... Non, mais parce qu'il est rock'n'roll. En fait, dans la fiction, en tout cas, j'aime bien ce genre de personnage parce que juste les méchants, quand ils sont bien écrits, ils ont un petit peu plus de complexité. Et là, j'aime bien ce personnage parce qu'il est méchant, mais pas 100% méchant. Et donc, je trouve ça juste plus intéressant narrativement que quelqu'un qui est tout le temps sympa, tout le temps héroïque, tout le temps gentil. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Bon, bien sûr, le rebondissement le plus déchirant du livre et du film, selon moi, c'est la découverte que Harry est un Horcrux. Tu t'en souvenais et ça t'a donné pas mal d'assurance, je dois dire. Et Voldemort, il sait pas que Harry, c'est son Horcrux? Non. Putain, il est vraiment teubé, hein. Ouais, même toi, t'avais compris. Ah ouais, c'est clair. Has come to die. Marie qui récite le film. Mais surtout, t'avais pas l'air hyper ému par le fait que Harry, un garçon de 17 ans, qui a un peu eu une vie de merde, malgré des trucs très positifs, mais qui a perdu beaucoup de gens, doit sacrifier sa vie pour sauver le monde. Au moins, il pourra mourir en sachant que ses 2 meilleurs amis se sont pécho. En fait, on sait qu'il va mourir, donc... on sait qu'il va ressusciter. Donc moi, ça m'a pas... Bon, on va voir ma réaction. Oui, voilà. Alors, vous allez voir. Marie, c'était pas la même chose. Moi, j'en avais un peu rien à battre. Mais Marie, qui avait dit, vous l'avez entendu au début, que c'était une scène qu'il avait beaucoup aimée dans les livres, avait quand même le sentiment que là, cette fois-ci, devant les films, elle allait pas être aussi émue. Mais l'émotion a quand même commencé, quoi. Qui t'a fait pleurer? C'est un Horcrux? Mais non, mais dans le livre, quand tu te rends compte de ça, c'est hyper triste, en fait, le chemin. Quand il marche vers... il sait qu'il est en train de se suicider, quoi. Tu vois, c'est hyper... c'est un mec de 17 ans, c'est horrible, quoi. Et moi, je suis là... d'accord. Si tu le dis. Et oui, ça commence à monter, ça monte encore un petit peu plus. Il a vraiment rien compris, Ron. Je crois que là, il a compris, quand même. Mais il va revivre après. Non?
Bah, tu vas voir, mais c'est trop triste là. Ouais, mais si on sait qu'il va pas vraiment mourir. Ouais, mais dans le livre, tu vois, quand je l'ai lu pour la première fois, c'est hyper Oui, beau bah en oui. plus de se dire le truc de sacrifice qu'il a et tout ça. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'était pas la fin. Après, on a atteint l'apothéose de l'émotion. You've been so brave, sweetheart. C'est trop triste. Non, mais cette partie dans le livre, ça me... C'est pas si triste que ça. Au contraire, c'est bien. Bah non, c'est trop triste. Mais c'est pas triste, il voit sa mère. Mais non, mais c'est horrible, c'est beau. C'est pas horrible du tout, il voit sa mère. Mais non, mais c'est beau, mais c'est hyper triste. En fait, c'est juste qu'ils sont là pour l'accompagner mourir, Anaïs. Mais il va vraiment mourir. Bah, il va se sacrifier à la fin, il est sur le chemin de son sacrifice. Et c'est pour ça... Non, mais c'est pour ça qu'il a cette pierre. Et du coup, en fait, cette pierre, elle est là. Ils sont là pour l'accompagner et être avec lui au moment où il se sacrifie, quoi. Oui, mais il va pas mourir. Tout va bien. Mais on s'en fout, là, il est dans un point de vue où il va mourir. Until the end. C'est ça, c'est trop Clairement, on était un petit peu en décalage. Bon, j'étais hormonale, mais... mais D'habitude, c'est moi qui suis plus wouhou et toi qui es un peu plus pragmatique. Mais là, non, pas sûr. Enfin, ça dépend. Je pleure beaucoup devant les films et tout ça, mais c'est vrai que cette scène, oh là là, dans le livre, mais c'était un truc de malade, quoi. Oui, mais là, on regarde pas le livre. Oui, je sais, mais en fait, ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres et du coup, et les films, ça faisait longtemps que je les avais pas revus et cette scène, mais est-ce que je suis la seule ici qui est aussi émue par cette scène ? Il y en a d'autres ? Ah, mais voilà, mais c'est hyper déchirant, en fait. T'as suivi ce personnage pendant 7 livres, et là, 8 films et tout ça. Il a porté tellement sur ses épaules. Le fait qu'il accepte de mourir comme ça, déjà, c'est tellement courageux, c'est hyper beau. Et quand t'as tout... Non, mais c'est vrai. Et quand t'as tous les gens qu'il a connus qui sont morts et qui arrivent quand sa mère lui dit « You've been so brave », non, mais alors... Tous les gens qu'il a connus qui sont morts, il n'y a pas Tonks, déjà. Ouais, mais c'est bon. Non, mais tous les gens, dont il était vraiment proche, quoi, qui ont été des mentors ou des parents. Donc, en vrai, c'est Sirius Lupin et ses parents. Les gens qui l'ont accompagné, quoi, ses parents, en fait, aussi bien ses parents que son parrain et son mentor. Et c'est tellement beau qu'il accompagne. Je trouve ça hyper émouvant, en fait. Désolée. Mais du coup, après, je comprends que quand on n'a pas le même attachement au personnage et à cet univers, ça fasse pas autant pleurer. Mais justement, je trouve que c'est assez brillant dans le livre, qu'elle parvienne à créer autant d'émotions, alors que même en le lisant la première fois, je me doutais qu'il allait pas mourir. Je me disais, bon, il va y avoir un plot twist, c'est sûr et certain, Harry Potter, il peut pas mourir. Mais quand même, l'émotion reste la même, quoi. Il y a un truc, justement, dans le fait qu'il soit prêt à se sacrifier dans ce moment qui est totalement dénué d'intérêt, d'égoïsme ou quoi que ce soit. Je trouve ça tellement beau. Et tu vois toute l'ampleur du sacrifice de tout ce qu'il a vécu. Je trouve ça hyper émouvant. Voilà. Donc après, bon. Bravo. Ça t'a toujours pas ému quand tu l'as revu une deuxième fois ? Non. Non, et du coup, je pense que c'est vraiment ce que tu dis, c'est l'attachement au personnage et à la saga qui fait que c'est un point culminant émotionnel pour toi. Mais en fait, moi, je trouve pas que ce soit très bien fait. Mais non, mais... Désolée, je trouve que narrativement, dans le film, en fait, ça se passe... Après, moi, j'attendais que la pierre de résurrection, elle résurrecte quelqu'un. Enfin, elle ressuscite quelqu'un, parce que résurrecter, je crois que c'est pas un mot. Oui, résurrecter. Oui, parce que c'est plus drôle. Mais du coup, j'étais là, c'est juste ça, en fait, c'est pour voir des fantômes. Bah, excuse-moi, c'est déjà pas mal. Oui, c'est cool, mais il les a déjà vus dans un miroir et tout, Et puis, il en a pas besoin, parce que dans le 4, ils viennent aussi tout seuls. Ils se pointent tout seuls, les fantômes, pour lui dire tu vas y arriver, on va distraire Voldemort. Donc, en fait... Je sais pas, moi je trouvais que ça avait pas beaucoup de sens. Et comme je sais, évidemment, c'est ça le problème, c'est que moi je sais qu'il va revivre, résurrecter, sa mort me touche pas tant que ça. Mais en même temps, il y a des personnages qui meurent dans la fiction et je sais qu'ils vont mourir et voire qu'ils vont revenir et ça m'émeut. Donc là, je pense que c'est juste, c'est sympa, mais ça m'émeut pas plus que ça. D'accord. Voilà, c'était très bien construit rhétoriquement comme débat. Sympa, mais ça t'émeut pas. Bon, Voldemort le tue, et alors quand il le tue, il y va, quoi. On sent que son Avada Kedavra, c'est... Avada Kedavra. Il met toute sa conviction, il avait vraiment envie de le tuer, ça faisait longtemps qu'il attendait ça. Et après le sacrifice de Harry se retrouve dans la gare, toute blanche. On va écouter. Who
Regardez. Ça venait de loin. Hein. Il a tout donné. Là. Ouais, tu sens que ça fait des années qu'il attend ça. Ouais. Là, c'est une scène un peu lynchienne, tu vas voir. Ah ouais, trop bien. Oh, bébé Voldivou. Putain, il est trop mime, l'embryon Voldemort. Là. Ouais, ça pète au casque. Est-ce que t'as compris ce qui se passait dans cette scène? Bah, je sais pas s'il faut comprendre ou interpréter, si on reste sur le côté lynchien. Mais pour moi, en fait, on est un peu dans le cœur d'Harry Potter. Ouais, ou dans son cerveau, je sais pas. Oui, oui. Ouais, bah dans son cœur, c'est plus joli, quoi. D'accord. Mais oui, en fait, c'est un peu, clairement, ça signifie l'au-delà. Bon, en plus, il y a la lumière blanche, tout ça. Mais comme on voit le petit vol de fœtus, je pense qu'il y a clairement le truc de la partie de Voldemort qui était le Horcrux, qui était logé en lui, est en train de mourir grâce à ce qui vient de se passer. Et du coup, il est un peu dans un purgatoire ou un entre-deux, entre l'au-delà et la vie et la mort. Mais c'est dans son cœur à lui, parce que le fait que ça soit à King's Cross, sachant que c'est un peu là que sa nouvelle vie de sorcier a démarré aussi, c'est évidemment c'est symbolique. Et en plus, c'est aussi un endroit où on prend des trains, donc il y a une destination, donc il doit choisir entre... comment il s'appelle ? Dumbledore lui dit... Dumb, on devrait l'appeler Dumby Dumb. Il lui dit, voilà, c'est à toi de choisir si tu veux retourner dans la vie réelle ou pas. Et donc, il y a la question de choix, de destination. Donc, le choix de King's Cross, évidemment, ça indique quand même que c'est un lieu qui a une signification pour Harry Potter et que donc tous les gens qui pourraient se retrouver, par exemple, bloqués entre la vie et la mort, ils iraient peut-être pas à King's Cross, tu vois. Je sais pas, si ? Non. Perso, non. Gare du Nord. Le comeback d'Harry et la bataille finale. Oui. J'ai noté ça comme ça, je le lis. Point. Il y a la baguette de Suro, ça a vraiment un nom complètement con en français. Alors, ça me donne envie d'un cocktail, quoi. Oui, c'est vrai. Peut-être que Ollivander, il devrait faire de la mixologie. Ça marcherait trop bien. La baguette, elle fonctionne pas aussi bien que ce que Voldemort aurait pu espérer. Non, ah oui, alors ça... Allons-y, mettons l'extrait. Putain, waouh, concept, là. Ils se rendent compte que la baguette lui répond pas vraiment. Elle est défectueuse. Elle a un défaut de fabrication. C'est surtout... tu verras. Il faut appeler le SAV. T'as compris pourquoi elle fonctionne pas trop pour lui ? Oui, parce que Harry l'explique de manière très détaillée à la fin du film. Et donc j'ai pris des notes quand je l'ai revu. Je dis, c'est ça, elle va me poser la question. Et j'ai déjà oublié. Mais en gros, la baguette appartient... En fait, les baguettes, elles ont des allégeances. Et donc, elle est fidèle à la personne qui l'a piquée. Et donc, comme Voldemort pense que c'est Rogue qui l'a piqué à Dumbledore, et que du coup, si Voldemort la pique à Rogue, il va posséder la baguette. Mais en fait, la baguette, c'est Harry qui l'a piquée à Malfoy, qui l'avait piquée à Dumbledore. Et t'as vu, c'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Je dirais pas piquer parce qu'il n'y a pas la notion de vol, c'est plus désarmer. Parce que justement, je pense que si tu piques juste, Voldemort, il pique la baguette dans le tombeau de Dumbledore, mais ça fonctionne pas, quoi. Ah, ok. Mais bravo, tu as bien suivi. Ouais, mais alors du coup, ce qui est bizarre, c'est que comme elle a une allégeance envers Harry, et la personne qui possède vraiment la baguette devient le maître du jeu, c'est ça ? Le maître de la mort. Oui, en tout cas, c'est une baguette super puissante, quoi. Ouais, mais du coup, comme elle a une allégeance envers Harry, il faut que Voldemort tue Harry pour tuer Harry. Puisqu'il a besoin que la baguette soit à lui pour tuer Harry, mais il a aussi besoin de tuer Harry pour que la baguette ait une allégeance envers lui. Pas forcément. Alors, je vois... Malin. J'aime la façon dont ton cerveau fonctionne, mais en vrai, si tu regardes Malfoy, justement, n'a pas tué Dumbledore, il lui a fait un Expelliarmus. Donc, il l'a désarmé. Donc, il suffirait que Voldemort donne la baguette à Harry, fasse Expelliarmus, la récupère, et là, c'est bon. Le tour est joué. C'est hyper compliqué, je trouve. Ouais. Non, il y a trop de trucs mythologiques là dans ce. Alors que tu peux juste trancher la gorge de quelqu'un avec une baguette, apparemment, donc pourquoi s'emmerder ? Bon, Voldemort meurt, c'est super cool. D'ailleurs, il meurt, ça fait des confettis et tout, c'est super joli. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Oui, si tu veux. 19 ans plus tard. L'épilogue, petit problème de maquillage quand même. Oui, c'est sûr que là, ils avaient vraiment grillé tout le budget effets spéciaux. Mais en fait, ça a été filmé 2 fois. Là, on parle de la scène donc à King's Cross, où c'est 19 ans plus tard. Oui, donc ils ont 36 ans, mais ils ont l'air d'en avoir 60. Ginny, elle est habillée comme si elle allait à l'EHPAD. C'est vraiment genre... c'est inexplicable. Et
Et vraiment, ils les ont... Enfin, c'est horrible ce qu'ils ont fait à Ron. Je veux bien... Enfin, qu'un homme commence à perdre ses cheveux à 36 ans, mais je sais pas, donner-lui une casquette. Ah bah, il commence avant, hein. Ah bon? Ah bah oui. Ah, d'accord. Mais enfin bon, bref, moi Désolée cette pour scène... les hommes. Cette scène m'a jamais trop passionnée, j'avoue. Donc, Non, mais c'est inintéressant. Non, mais c'est censé être un peu un point final, un peu émouvant, on les voit plus tard et tout ça, mais moi, ça fonctionne pas des masses sur moi, quoi. Bah là, pour le coup, je te rejoindrai sur le truc où Harry dit à son fils que Rogue, c'était la personne la plus courageuse qu'il ait jamais connue. Là, même moi, j'étais un peu en mode, mec, calme-toi, quoi. Non, puis surtout, il dit à son fils, c'est OK si t'es Serpentard. J'étais non. Enfin, Ah, mais alors ça, moi, par contre, je suis pas d'accord avec non, toi. quoi. Serpentard, je suis sûre qu'il y a plein de Moi, je dirais, tu Serpentards reviens très pas chez moi si t'es Serpentard. Très clairement. Déjà, horrible. Poufsouffle, c'est un peu la honte, mais Serpentard, c'est non. bien. Ouais, non, moi, je trouve que cet épilogue sert à rien. Vraiment, ils auraient dû le couper. On s'en fiche. Bon, il était temps que ça se finisse, en tout cas, ce film, cette série, cette saga, parce qu'on commençait un peu à s'identifier à Voldemort. Ah putain. Ça, c'est moi quand j'ai pas bu le café. C'est moi tout à l'heure au Galerie Lafayette. Ne me parlez pas. Dès qu'il y avait un touriste italien qui se mettait sur ma route. But only I can live forever. Il a tellement ton énergie, Voldemort. Mais grave. On s'est dit que ce serait marrant de faire un petit bilan sur cette saga maintenant que c'est fini. Est-ce que vous êtes triste parce que c'est fini? Le truc hyper manipulateur. Les films ou le podcast? On va commencer par un classement des films. J'ai un top 3, mais je sais pas si je suis trop sûre de mon top 3. Enfin, je suis pas sûre de l'ordre du top 3, mais c'est le top 3. Vas-y. Alors, en numéro 1, le meilleur, j'ai mis que c'était La Coupe de Feu. En numéro 2, j'ai mis Les Reliques de la Mort, partie 2, donc le dernier qu'on vient de voir. Et en numéro 3, j'ai mis L'Ordre du Phénix, qui me reste vraiment en tête, parce que je trouve que c'est le plus contenu aussi sur l'intrigue, c'est-à-dire que, ok, on a compris, c'est Dolores Ombrage, et il faut la détruire. Et visuellement, il est hyper rythmé. Je me souviens qu'il y avait des montages, enfin que c'était vraiment un des films les plus plaisants à regarder. Et en même temps, qu'il y avait aussi un propos politique, parce que voilà, on la voit prendre possession de l'école au fur et à mesure. Donc, je trouve qu'en y réfléchissant, c'est les 3 qui me restent le plus et que je prendrai le plus de plaisir à revoir. C'est quoi, toi, ton top 3 ? Le Prisonnier d'Azkaban, il doit être dans le top 3. Mais alors, je sais pas si je le mettrai en numéro 1, mais je pense quand même. C'est celui que je revisite le plus souvent. La Coupe de Feu, et tu l'as mis tu l'as mis dans le top en dernier ou un truc comme ça. Elle me regarde avec un petit sourire un peu amusé, là. Et ensuite, je mettrai Les Reliques de la Mort, partie 2. Et je pense L'Ordre du Phénix, ça sera en 4e. 5, et ben le 1, sûrement, je pense. Moi Attends. aussi, je l'ai mis en 5, le 1. Ouais. Et attends, il me reste quoi ? Il reste 6, le 6. Ça marche bien. 7, Les Reliques de la Mort, partie 1. Et 8, le 2. Moi, en numéro 4, j'ai mis le 6, Le Prince de Sang-Mêlé. D'accord. Ce qui m'a surprise moi-même. Mais en vrai, je trouve que visuellement, même s'il y avait la photo de Delbonnel que j'aimais pas trop, je trouvais qu'il était hyper réussi sur les enjeux de vie ou de mort et toutes les romances qu'il y a à Poudlard. En fait, j'ai trouvé ça assez divertissant. En numéro 5, j'ai mis comme toi L'École des sorciers, le 1. En numéro 6, j'ai mis Le Prisonnier d'Azkaban. Je suis désolée. Et je suis désolée pour Alfonso Cuarón, mais je trouve que c'est vraiment pas un des meilleurs films. Tu as tort. Mais je sais que tout le monde va me jeter des pierres. Et en numéro 7, j'ai mis le 7 aussi, avec le camping, là, c'est bon. Et en dernier, La Chambre des Secrets, qui est non, c'est vraiment pas possible. tellement relou, avec Mimi Géniard, là. C'est à toi de poser une Ah oui, je dois te poser une question. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit Marie. Oui, Anaïs. Après cette aventure, est-ce que ton rapport à Harry Potter a changé? Toi qui arrivais en tant qu'experte Harry Potter. C'est marrant parce que même si j'ai été extrêmement fan d'Harry Potter pendant des années, j'ai pas revisité la saga depuis assez longtemps. Je pense que ça devait presque faire 10 ans, honnêtement. J'ai un peu l'impression quand même... ça me fait de la peine de dire ça, limite, mais d'être passée à une nouvelle étape dans ma vie, même si j'ai toujours énormément d'affection pour cette saga et elle m'émeut toujours beaucoup, visiblement. Et ça sera toujours une page très, très importante de mes goûts culturels et de ma vie culturelle et tout ça. C'est vrai que je me rends compte que j'ai plus le même lien affectif que j'avais autrefois, même si je pleure énormément pendant la scène de la pierre de résurrection. Tu sais qu'en revoyant le film toute seule pour préparer, j'ai pleuré à la scène de Always. Oh non. Je suis désolée. Est-ce que ça t'a donné envie de lire le livre 7 ? Non. Non, j'aime pas le lire. J'aime pas Harry Potter.
Non, si j'aime bien Harry Potter, j'aime pas lire les livres une fois que j'ai déjà vu l'adaptation parce que, je l'avais déjà dit, ça coupe totalement mon imagination. Non, et ça m'a pas donné envie non plus, je sais que tu me poses pas la question, mais de relire ceux que j'avais déjà lus. Si un jour j'ai des enfants, je serais ravie qu'ils les lisent parce que c'était quand même un truc que j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant, mais c'est tout. Ouais, moi c'est toujours ce que je me suis dit, que j'aimerais les lire avec mes enfants, mais pas forcément toute seule aujourd'hui, quoi. Oui, Ton personnage principal préféré? Rogue, c'est un personnage principal? Oui. Alors Rogue. Et toi? McGonagall, même si... est-ce que c'est un peu personnage secondaire, c'est secondaire dans les films. Hermione, allez. Ah non, c'est pas vrai, Ginny. Elle est secondaire dans les films, mais ça compte pas. Elle est principale dans les films, dans les livres, et du coup, c'est... Mais tu l'aimes pas dans les films? Oui, mais c'est mon personnage. Oui, c'est vrai, c'est un problème. Ouais. Dans les livres, c'est mon personnage préféré. Dans les films, Dans les films, c'est qui ton personnage principal préféré? Bon, Hermione, d'accord. Personnage secondaire préféré? En vrai, McGonagall, je pense, ou Lupin. Mais Lupin, on le voit vraiment pas beaucoup. Ou Neville. En vrai, on n'a pas dit quand même que Neville a sauvé le monde. Ouais. Voilà. Franchement, il est trop cool dans ce film. Voilà, Neville. Et toi? Fred ou George? Les pauvres. Je sais jamais lequel est lequel. Tu les confonds. Jusqu'au moment de leur mort, et là, tu le sais. Malheureusement. Meilleur casting? Alan Rickman. Ah, moi, c'est Maggie Smith, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'Alan Rickman est excellent. Pire casting? C'est compliqué, ça. Non. En vrai... c'est Ginny. Non, moi, je dirais, honnêtement, Emma Watson, je suis ravie pour elle. Elle a eu une carrière depuis, mais ça a été compliqué pendant 4-5 films, quoi. Oui, c'est vrai. Mais par rapport au personnage du livre, désolé, c'est mon prisme, Ginny. Après, moi, j'étais très énervée pour le casting de Rupert Grint quand j'étais enfant. Non, il est cute, il est marrant. Mais maintenant, je l'aime bien. C'était Ami, en direct du Hasard Ludique à Paris. Merci Anaïs. Merci Marie. Merci Aurélie Rodriguez, notre productrice et magicienne à la régie. Et qui est derrière tous les épisodes aussi. Heureusement qu'elle est là. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci à Slate et merci au Hasard Ludique pour l'accueil. Et surtout, merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle saison d'Amis. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à notre compte Insta, Amis le podcast, et abonnez tous vos amis aussi. À très vite.